Et Philippe Propage, il est venu me voir et il me dit tu sais qu'il y a une équipe de France de trail? Ben non. Et il me dit tu sais qu'avec ce que tu as fait, tu peux intégrer? Je lui dis ah bah c'est vraiment sympa. Mais moi, tu sais, je suis une petite vieille, hein, j'ai plus de 40 ans. Donc, je sais pas si je peux rentrer en équipe de France. Il me dit, bah oui, mais quand les petites vieilles courent mieux que les petites jeunes, il me dit, moi, je veux bien leur donner leur chance. Je dis, bon, ben, banco, alors. J'arrive sur une grande plaine et là, il y a des gnous, mais là, qui sont posés, qui sont en train de brouter. Il y a des zèbres, il y a des girafes. Quoi, c'est vraiment la savane comme j'ai pu la voir à la télé, dans les reportages. Une croisée de chemin, il y avait une voiture de ranger qui était là. Ils m'ont dit, il y a un rhinocéros qui est pas très loin. Donc, tu vas monter dans la voiture et on va t'emmener un peu plus loin pour te mettre en sécurité. Pour moi, c'était un ravito à 72 km. Sauf qu'en fait, comme il y avait des lions à proximité, ils avaient raccourci l'étape et j'avais pas compris. Donc, je mange vite fait. Et là, je suis prête à repartir. Je dis, c'est par où le chemin? Et ils me disent, non, non, il n'y a plus de chemin. Là, tu t'arrêtes. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous recevoir dans ce 10e épisode de Course Épique. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages, vos encouragements et vos partages qui sont une grande source de motivation pour moi. N'hésitez pas à noter Course Épique sur Apple Podcast, à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming ou encore à nous suivre et à partager nos épisodes en story sur Instagram pour continuer à faire connaître ce podcast à tous les passionnés de trail et de running. Comme vous le savez, Course Épique tient à partager à la fois la destinée de coureurs de très haut niveau, mais aussi à mettre en lumière les parcours de coureurs plus anonymes, amenés à vivre eux aussi des histoires inoubliables de course. Si vous connaissez quelqu'un ou avez vous-même vécu une course épique, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Dans ce nouvel épisode, j'ai le privilège de recevoir Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail, vainqueur de l'UTMB, de la Diagonale des Fous, du Marathon des Sables au Pérou et qui a brillé sur une multitude d'autres courses. Nathalie a la particularité d'avoir débuté la course à pied à 40 ans pour devenir championne du monde seulement 3 ans après. Vous apprécierez par vous-même la prouesse. Et pour tout vous dire, son incroyable niveau de performance n'a d'égal que sa gentillesse et son humilité. Nathalie va aujourd'hui nous embarquer avec elle loin des sentiers battus pour nous faire découvrir la première édition de la Breathtaking Extreme, une course atypique de 265 km au milieu de la savane sud-africaine et de ses animaux. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce 10e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, je vais bien, merci. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Nathalie Mauclair, j'ai 50 ans, tout juste, depuis quelques mois. J'habite Le Mans, j'habite en Sarthe. Je suis donc mariée, j'ai 2 enfants, un garçon qui s'appelle Hannibal, qui a 17 ans, et une fille qui s'appelle Mileva, qui a 13 ans. Je suis infirmière de métier. J'ai travaillé 10 ans comme infirmière, 15 ans comme cadre de santé. Il y a 3 ans, j'ai arrêté mon métier de cadre pour créer une société qui s'appelle Synchro pour du coaching pour l'amélioration de la performance en entreprise. Et puis, avec l'apparition du Covid en début d'année, j'ai repris un travail d'infirmière depuis début avril. Et en ce moment, je fais les deux, synchro et infirmière. Planning chargé. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport ? Et par quel sport toi tu as démarré finalement quand tu étais ado ou enfant ? Est-ce que tu avais un sport de prédilection ou tu n'étais peut-être pas du tout sportive à l'époque ? Alors, j'étais pas du tout sportive, comme tu viens de le supposer. J'aimais pas ça. Si je pouvais, je me faisais même dispenser. C'est venu bien plus tard, en fait. J'ai rencontré mon mari. À l'époque, c'était un jeune homme que j'aimais beaucoup, donc qui est devenu mon mari. Donc, j'avais une vingtaine d'années. Et lui, il faisait de l'athlétisme. Et moi, j'avais pas trop d'attrait pour courir. Je préférais le vélo. Donc, j'ai fait un peu de vélo. Et du coup, vers la trentaine, j'ai fait quelques années de compète de VTT. Mais c'était déjà difficile pour les montées-descentes parce qu'en s'entraînant au Mans pour aller jouer les Coupes de France, les championnats de France, c'était compliqué parce que je manquais de dénivelé. Et puis, je me suis blessée. Je suis tombée en vélo, j'ai eu une fracture de vertèbre et du coup, ça a arrêté ma pratique sportive. J'ai donc fait mes enfants. J'ai changé de travail. Donc, la période de la trentaine était consacrée à toute autre chose que du sport. Et c'est par hasard que j'ai recommencé pour mes 40 ans. Oui, donc c'est ça, la course à pied, en fait, elle a fait irruption de façon assez tardive dans ta vie et de façon inattendue. Comment ça s'est passé, plus spécifiquement, la course à pied ? Alors, en fait, c'est un ami
un ami qui me connaissait mieux que moi. Bel exploit. Puisqu'en fait, un 31 décembre, donc je fêtais le nouvel an, 31 décembre 2009, il me dit, il s'était mis à courir quelques marathons et il me dit, ah, mais avec ce que tu avais fait en vélo, je suis sûre que tu peux faire des trucs sympas en course à pied. Pourquoi tu ferais pas un marathon avec moi? Et moi, je lui dis, d'habitude, il m'avait déjà demandé, je lui disais toujours non. Et là, je lui dis, ah oui, t'as prévu quoi comme compète? Il me dit le Mont-Saint-Michel. Alors, je me dis, oui, le marathon du Mont-Saint-Michel, en habitant au Mans, c'est pas très loin. Du coup, je ferme pas la porte et je lui dis, c'est quand? Et il me dit le 9 mai. Et le 9 mai 2010, donc, c'était le jour pile poil de mes 40 ans. Si c'est pas un signe, ça. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, waouh, passer une dizaine en courant un marathon. Bon, ça doit être chouette. Mais j'avais pas du tout anticipé qu'il fallait faire une prépa quand même spécifique, que ça me demanderait quand même, oui, un engagement réel, que c'était quand même 42 kilomètres, quoi. Pour moi, un marathon, je savais que c'était un peu long, mais j'avais pas du tout capté tout ça, quoi. Sauf que quand je me suis réveillée le 1er janvier, j'avais dit. Donc, fallait y aller. Donc, j'ai commencé à chercher des plans d'entraînement, à me renseigner. Et puis, j'ai fait ma prépa donc, sur 4 mois. Et ce premier marathon a été une révélation puisque je l'ai fait en 2h54. Incroyable. Et après, c'est comme ça que toute mon histoire de course à pied a démarré. Est-ce qu'il a profité d'un éventuel état d'ébriété du 31 décembre pour te convaincre de faire ce marathon ou est-ce que c'est une décision que tu as prise à jeun? Alors, j'étais sûrement pas à jeun, j'étais pas en état d'ébriété non plus, mais je pense que le champagne a quand même aidé un peu, ouais. D'accord. Et au regard du résultat que tu as eu, est-ce que toi tu pouvais soupçonner d'avoir une performance de ce type-là pour une première ou est-ce que c'était une grande inconnue et tu ne te rendais peut-être pas compte du tout de ce que tu serais en capacité de faire sur ce premier marathon? Alors, quand j'ai dit, ouais, je m'engage avec toi sur le marathon, je savais pas du tout ce que ça pouvait donner. Et en fait, au fur et à mesure de la prépa, je me suis rendu compte que j'avais quand même un certain potentiel. Parce qu'en fait, on fait un semi à mi-parcours, à mi-prépa. Et en fait, ce semi que j'avais fait en Sarthe, sur une course quelconque, j'avais mis 1h24. Donc, ce qui était quand même pas trop mal. Et comme je savais que je pouvais quand même faire des choses assez sympas de par mes 3 ans de VTT à la trentaine, j'avais pris un plan d'entraînement en 3h30. Donc, c'était déjà pour moi un objectif ambitieux sur un premier marathon. Et quand j'ai vu que j'avais fait 1h24 au semi, je me suis dit, je vais basculer sur un plan de 3h15 pour la deuxième partie de la prépa. En fait, dans ma tête, secrètement, le matin du marathon, ou la veille, je me suis dit, allez, avec tout ce que tu as fait, tu es plutôt bien, tout ça, et essaie de boucler en 3 heures. Et donc, en fait, mon objectif caché était de boucler en 3 heures et j'ai réussi à le faire. Et ton ami t'a accompagné sur le parcours ou il était... Moi, j'aime pas trop courir j'aime pas être accompagnée, clairement. D'accord, tu veux aller à ta main et... Ouais, c'est ça. Je veux faire la course à mon rythme et je veux que le résultat soit le reflet de ma performance. Je trouve que quand on a un lièvre et tout ça, c'est un peu différent quand même. Et alors, comment est-ce qu'on passe d'un premier marathon à l'équipe de France de trail en à peu près 3 ans, si je ne dis pas de bêtises? Comment est-ce que tu fais ce saut-là? En fait, je prends beaucoup de plaisir à courir. Donc, je prévois un deuxième marathon sur 2010. Je choisis Niscan, qui était le support pour le championnat de France de marathon 2010. Et 15 jours avant, j'étais allée à Saint-Paul-Morlaix avec Endurance 72 à l'époque, qui était mon club. Et du coup, à 15 jours d'intervalle, donc, je continue de courir, je prends toujours autant de plaisir, tout ça. Et en fait, à 15 jours d'intervalle, je remporte les 2 titres de championne de France vétérane de semi et de marathon. Donc, super contente, assez fière malgré tout, à peine, au bout d'à peine 1 an de course à pied, quoi. Sauf qu'en fait, j'avais une douleur dans la fesse qui pointait son nez, qui passait pas, que j'arrivais pas trop à faire partir, mais je m'en étais pas trop occupée parce que je m'étais dit, de toute façon, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à Niscan et puis après, je me reposerai 15 jours et puis ça repartira. Sauf que de me reposer 15 jours, ça m'a demandé 6 mois. J'avais une tendinite du moyen fessier parce que sur cette première année, je faisais que courir, je faisais que des séances d'entraînement, je faisais quasiment pas de footing, pas d'étirement, pas de gainage. J'ai cumulé toutes les erreurs de la débutante en course à pied.
Et j'ai pu vraiment recourir qu'au mois de mai 2011. Et en fait, en 2011, dans ma tête, je m'étais préparée à faire le TTN. Donc, je m'étais inscrite aux compétitions et plus le temps passait, et plus en fait, j'annulais au dernier moment en disant bah non, là je suis pas prête, là je suis pas prête. Et en commençant à courir en mai, en fait, j'ai pu me préparer pour les Templiers en octobre 2011. Et je suis arrivée là, donc j'étais bien préparée, j'avais bossé tout l'été, j'étais plutôt fraîche puisque moi j'avais pas fait d'autres courses avant parce que j'étais blessée, et j'avais une super grosse envie de courir, et c'était la première fois que je courais plus de 42 km aussi, hein. J'avais jamais fait d'autres courses, ni du trail d'ailleurs, et ni de course de plus de 42 km. Et j'ai fini deuxième à un quart d'heure de Maud Gobert, qui était tenante du titre de championne du monde de cette année-là, de trail. Et Philippe Ropage, il est venu me voir et il me dit tu sais qu'il y a une équipe de France de trail? Bah non. Il me dit tu sais qu'avec ce que tu as fait, tu peux intégrer? Je lui dis c'est vraiment sympa. Mais moi, tu sais, je suis une petite vieille, hein, j'ai plus de 40 ans. Donc, je sais pas si je peux rentrer en équipe de France. Il me dit, bah oui, mais quand les petites vieilles courent mieux que les petites jeunes, il me dit, moi, je veux bien leur donner leur chance. Je dis, bon, banco, alors. Et puis, c'est comme ça que l'histoire a démarré. Les lignes de ton palmarès, entre elles sont très fournies. Pour en citer seulement quelques-unes, tu as été double championne du monde de trail en 2013 et 2015. Tu as gagné l'UTMB en 2015. Tu as gagné 2 fois la Diagonale des Fous, 2013-2014. Deuxième au Marathon des Sables au Maroc en 2016-2017. Tu as gagné le Marathon des Sables au Pérou. Tu as brillé aussi à la Western State, le 100 miles aux États-Unis en 2014 et à la Hard Rock en 2017, où tu finis 3e de ces grandes classiques américaines. On va se projeter un peu dans le temps. Là, tu nous parlais de tes enfants, mais si on saute une génération et que tu te retrouvais là au coin du feu avec tes petits-enfants dans quelques années, qu'est-ce que tu leur raconterais, les 2-3 souvenirs les plus marquants, les moments les plus beaux de ta carrière jusqu'ici? J'imagine qu'il y en a eu énormément, mais est-ce qu'il y a 2-3 images que tu retiens particulièrement? Je retiens des paysages, des atmosphères de course. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est de pas forcément chercher des choses sophistiquées et compliquées. Et que parfois, le bonheur, il est juste à portée de main ou à portée de chaussures. Moi, c'est vraiment d'être immergée dans la nature, de voir des animaux ou des paysages, des levées, des couchers de soleil, vraiment des choses simples, mais qui me remplissent de vie et d'émotions. Et est-ce que tu as un format de prédilection ou est-ce qu'au contraire, tu as besoin de varier les distances, les objectifs ou peut-être même les localisations? Est-ce que tout ça est prétexte à des voyages et des aventures? Et, enfin, voilà, comment est-ce que tu structures tes choix de course et qu'est-ce qui te fait le plus envie? En fait, j'ai vraiment besoin de changement. Je déteste, ouais, je pense que je peux le dire, je peux utiliser ce mot-là. La routine, c'est vraiment quelque chose qui m'endort, qui me restreint mes horizons. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas retournée sur l'UTMB, je suis retournée à la Diag et que ça n'a pas marché. Je pense que j'ai vraiment besoin de nouveaux objectifs, de nouveaux formats, de nouvelles perspectives pour vraiment habiter mon projet. Quand je l'ai déjà fait une fois, quelque part, c'est recuit, c'est refait, c'est revivre. Et du coup, c'est moins magique et ça apporte beaucoup moins son intérêt. Et quels sont, tu penses, tes atouts naturels dans la course à pied et puis peut-être tes éventuels points d'amélioration? Il y a des choses que tu fais très bien, il y en a beaucoup évidemment pour arriver à ce niveau de performance, mais est-ce que tu vois aussi des zones qui te nécessitent peut-être plus de travail? J'ai une endurance quand même assez exceptionnelle. J'ai une foulée qui est loin d'être exceptionnelle, mais qui du coup est au niveau esthétique, mais qui du coup est assez efficace et correspond bien aux besoins du trail. J'ai un mental aussi que j'arrive à décupler pour me projeter et réussir à me projeter sur des choses qui pourraient paraître improbables et pour autant j'arrive à les réaliser. Tu fais ça toute seule, toute cette dimension mentale? Est-ce que tu es accompagnée ou est-ce que c'est toi, enfin tu te le dois à toi-même et c'est tes propres convictions et ta force mentale qui fait que tu arrives à faire des choses incroyables? Alors en fait, j'ai fait tout ça toute seule et c'est quand ça commençait à aller moins bien que je me suis fait aider. Mais au départ, vraiment sur les 5 années, les 5-6 premières années où j'ai réussi les plus gros challenges, j'ai vraiment tout fait toute seule. Et après, j'ai eu besoin de me faire aider parce que j'avais un peu épuisé toutes mes propres ressources. Et puis aussi, j'ai eu besoin d'aller vérifier que ce que j'avais mis en place était bon, quoi. Je me suis dit, vu que ça marche un peu moins bien, j'ai commencé à douter sur ce que j'arrivais à mettre en place. Et en me faisant aider, accompagner, en me formant aussi, parce que je me suis aussi formée à la préparation mentale, ça m'a permis de conforter ce que j'avais déjà fait, de valider ce que j'avais déjà fait et de regagner de la confiance.
Et dans les autres, les atouts dont tu parlais, parce qu'on a eu un petit échange préliminaire à cette interview, tu me disais que tu avais une très bonne résistance à la chaleur aussi, ce qui va être pratique dans la course qui va nous intéresser aujourd'hui en tout cas. Mais ouais, ça te fait pas peur? Non, à la limite, j'ai plus peur du froid que de la chaleur. Autant j'aime pas courir, même l'hiver, quoi, en Sarthe, il fait jamais très froid, mais courir en long, je me sens emprisonnée dans mes vêtements. Alors que courir à la chaleur, je me mets juste une casquette, j'ai pas besoin non plus de beaucoup me couvrir. J'adore cet élément-là. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a un petit peu de vent, du coup, ça nous rafraîchit, on sent même pas qu'il fait chaud et c'est vraiment top. Pour moi, ça accentue le sentiment de liberté. Et donc, après une carrière de soignante et de sportive de haut niveau, tu décides de te reconvertir professionnellement et tu interviens aujourd'hui pour promouvoir l'activité physique au sein des entreprises avec ta société Synchro, dont tu as commencé à nous parler tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu y fais, et la façon dont toi tu l'envisages, les valeurs que tu as envie de transmettre avec Synchro? En fait, Synchro, il y a 2 formats pour les entreprises. Il y a soit des conférences, donc sur 1 heure, 1 heure et demie, où en fait, c'est souvent des séminaires où je fais le parallèle, où j'expose mes clés de performance qui m'ont permis de réussir dans mon activité sportive. Et ces clés de performance, en fait, on peut tout à fait les transposer au milieu professionnel. Hein. C'est la programmation, les routines de préparation, la visualisation. Il y a un certain nombre de routines qu'en fait, on peut utiliser tant dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif. Et puis autrement, le deuxième format, c'est team building, où là, j'amène les gens à prendre conscience que leur corps leur permet aussi d'augmenter leur performance au travail ou dans leur vie en général et au travail en particulier plutôt. Et du coup, c'est un état des lieux sur quelles sont mes capacités physiques, comment je peux faire pour pratiquer un peu plus d'activité physique et après, je les fais tester sur de la marche nordique ou des ateliers ludiques en préparation physique. Pour conclure cette introduction, est-ce que tu pourrais nous dire juste aujourd'hui quelle est la place qu'occupe la course à pied dans ta vie? Comment est-ce que ça s'organise justement avec cette reconversion et Synchro et puis voilà, ton activité aussi médicale? Comment est-ce que tu fais coexister tout ça et quelle envie toi tu as aujourd'hui de courir et quelle place tiennent les courses? Est-ce que ça doit être un à côté? Est-ce que c'est encore aujourd'hui très prégnant? Enfin voilà, comment tu vis tout ça? C'est vrai que là, c'est une période un peu de transition parce que je me rends bien compte que les performances, comme je les ai faites, ça sera difficile d'en refaire d'aussi bien. Mais bon, j'ai toujours autant de plaisir à courir, à m'entraîner. Donc, je fais toujours 6 jours sur 7 de l'activité physique, hein, que ce soit du vélo ou de la course à pied. Et puis, du coup, maintenant, j'ai plaisir aussi à partager, donc lors de stages, de mon travail. Donc, c'est vrai que c'est une part un petit peu différente par rapport à avant où c'était vraiment l'entraînement très, très intensif. Et puis, du coup, c'est plus dans le partage. C'est aussi un des plaisirs de la course à pied, c'est le partage, effectivement. Merci beaucoup, Nathalie. On va passer maintenant à notre séquence qui s'appelle la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois, mais version sportif, et qui va nous permettre de mieux te connaître. Si tu étais un animal, quel serait-il? Je serais un guépard ou un animal qui court vite dans la savane. D'accord. Tu te retrouves dans les qualités physiques du guépard? Ouais, avec de la puissance, de la vitesse. Alors, à mon niveau, hein, moi, je cours pas à 80 km/h. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une admiration de ta part? Est-ce qu'il y a une espèce de modèle ou en tout cas voilà, dont tu salues les performances ou l'état d'esprit? J'aime beaucoup Marie-Josée Pérec. Alors, on D'accord. n'est pas du tout sur les mêmes distances et les mêmes profils de course, mais je trouve que quand elle a gagné avec tous ses titres et tout, elle a vraiment propulsé le sport féminin, elle a fait avancer les choses. Merci Nathalie pour cette basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, donc la Breathtaking Extreme en Afrique du Sud. Juste pour donner un petit peu d'éléments de contexte pour nos auditeurs. Donc c'est en avril 2019 que tu décides de prendre le départ de ta première édition de la Breathtaking Extreme Race en Afrique du Sud. C'est une course de 265 km en 5 étapes. Elle plante son décor dans la savane sud-africaine au cœur du parc national d'Antabeni, au milieu des lions, des girafes, des zèbres, des guépards dont on vient de parler, ou encore des rhinocéros. L'organisation met en avant la spécificité de chacune des étapes avec une faune très diverse, un terrain très changeant qui oscille entre sable, pierre et rochers. Et pour ne rien gâcher, un dénivelé total de 5000 mètres qui vient pimenter cette course avec des départs systématiquement au-delà de 1200 mètres d'altitude. Avant que tu ne partages avec nous cette grande aventure, c'est l'heure du moment tant redouté pour mes invités de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à chacune de mes émissions. Donc les animaux vont être particulièrement mis à l'honneur dans ta course épique aujourd'hui, et notamment le rhinocéros dont tu vas nous parler un tout petit peu plus tard, sans vouloir spoiler la suite de l'épisode. J'ai donc une question pour toi sur cet animal fascinant. En dépit de son poids et de son allure pataude un peu trompeuse, le rhinocéros
rhinocéros se déplace très vite. À quelle vitesse maximale peut-il courir selon toi? Juste à titre d'exemple, Usain Bolt à son pic de vitesse court environ à 45 km/h. À quelle vitesse court le rhinocéros selon toi? Bah, comme Usain Bolt. Eh bien, figure-toi qu'il peut aller encore plus vite. Il peut aller jusqu'à 64 km/h. C'est assez étonnant. La bonne nouvelle, c'est que dans l'hypothèse d'une possible charge, c'est que les rhinocéros ont une très mauvaise vue. Mais le vrai problème, c'est qu'elle est compensée par leurs autres sens. Donc en fait, un rhinocéros aurait beaucoup de mal à le voir si tu te tenais à 30 mètres de lui. Mais si tu bouges ou émets un son, le rhinocéros le sent et va le détecter de façon très facile, même à des distances beaucoup plus grandes. Et là, il est possible qu'il commence à te charger. Donc voilà, je pense que ça va faire écho à ce que tu vas nous raconter un petit peu plus tard dans ton expérience en Afrique du Sud. Donc ça y est, c'est le moment, on va parler plus spécifiquement de cette course. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ de cette première édition de la Breathtaking Extreme Race? Ben, c'est grâce aux réseaux sociaux où j'ai été contactée par quelqu'un qui aidait l'organisateur et qui m'a demandé si j'étais partante pour vivre cette aventure-là. Et comme j'étais allée en Afrique du Sud quelques mois avant pour Cape Town, c'était en décembre 2018. Pour courir un ultra là-bas? Oui, c'était un ultra. Du coup, j'avais bien aimé l'Afrique du Sud et je me suis dit, mais j'avais pas du tout été dans les parcs et dans cette région-là. Je me suis dit que c'était une belle opportunité d'y retourner. Et puis, la notion que ce soit une course en étapes, j'ai aussi fait le parallèle avec le marathon des sables. Donc, il y avait plusieurs éléments qui ont fait que j'ai trouvé que c'était nouveau, que ça serait sûrement assez magique. Et du coup, j'ai dit banco, je suis partie. Et est-ce que tu as mis en œuvre une préparation spécifique pour cette course? J'ai refait en fait ce que je savais déjà, donc du fractionné comme d'habitude. La gestion du sac, en fait, c'était beaucoup plus facile qu'au marathon des sables puisqu'on avait juste à transporter ce dont on avait besoin pour la journée et qu'après on avait un sac de 15 kilos qui nous suivait, donc c'était quasi le grand luxe par rapport au marathon des sables. Donc en fait, c'était plutôt une préparation assez facile, j'ai envie de dire. Et donc toi, tu es arrivé combien de jours avant sur place? Comment ça s'organise entre ton arrivée en Afrique du Sud et le moment où tu rejoins vraiment le campement de départ? J'ai dû arriver 2 jours avant, ce qui m'a permis de pouvoir visiter Johannesburg. Et puis après, on a été pris en charge par l'organisation qui nous a emmenés jusqu'au parc d'Antabeni. Et puis, et donc ça, on est arrivé au parc la veille de la course. Et puis le lendemain matin, en fait, on prenait le départ. Alors déjà, quand je suis arrivée dans le parc, c'était plutôt sympa, mais on nous demandait de ne pas nous éloigner des bâtiments. Donc, je me suis dit, pourtant, demain, il faudra que je cours plus loin. Donc, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Et donc, on a pu aller faire un petit footing avec les autres coureurs à proximité des lodges. Et puis, ce qui m'a un peu surpris, effectivement, c'est quand le lendemain matin, on nous laisse partir dans le parc et on se retrouve sur le même plancher que les gnous. En premier, c'est les gnous qu'on a vus. Et là, au final, j'étais pas si rassurée que ça. Ouais, je comprends. Tu n'as pas été faire de petites caresses aux gnous, tu t'es tenu à distance raisonnable. C'est ça. Et comment est le décor justement, enfin le cadre du village de départ, comment est-ce que c'est organisé? Vous avez les lodges, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, à quoi ça ressemble? C'est des lodges en bois, en dur, qui sont répartis, c'est comme des petites maisons. C'est des chambres de deux. Donc, en fait, moi, je partage ma chambre avec Philippe Richet, qui est un coureur français qui vient du sud de la France. Et du coup, c'est complètement confort, hein, douche chaude, lumière, ventilation. C'est du grand, grand confort au milieu de la savane. C'est quand même assez extra. Et puis, repas au buffet, tout très bien. D'accord. Superbement préparé. Et l'organisation, c'est une organisation plutôt légère? Enfin, dans le cadre d'une première édition, est-ce que c'est une équipe plutôt resserrée ou est-ce que c'est très structuré, de grande ampleur? Non, ils ont mis les moyens, c'est bien structuré. Et puis, ils ont surtout une équipe de rangers, vraiment tout le personnel au niveau du parc est vraiment mobilisé pour l'événement, puisque pour eux, en fait, c'est aussi une forme de pub, de mettre en avant le parc et d'essayer de promouvoir ce qu'ils proposent dans le parc et de développer des safaris trail, j'ai envie de dire, plutôt que des safaris en voiture. Et puis, c'est développer aussi une nouvelle activité. Donc, il y a une lourde logistique derrière. D'accord. Et tu peux nous expliquer peut-être le rôle des rangers justement sur cette course? Ils ont un rôle assez important.
En fait, ils savent précisément où sont les animaux tout le temps. Donc, en fait, en tant que coureur, c'était sécurisant aussi de savoir, même si on était lâché, si on avait l'impression d'être lâché dans la nature et d'être seul, parce que comme on était un petit nombre de coureurs, au final, je me suis souvent retrouvée seule à courir. Mais en fait, ils savaient précisément où étaient les coureurs et où étaient les animaux. Donc c'est comme ça qu'effectivement, à une croisée de chemin, il y avait une voiture de ranger qui était là. Ils m'ont dit, il y a un rhinocéros qui est pas très loin. Donc, tu vas monter dans la voiture et on va t'emmener un peu plus loin pour te mettre en sécurité. Donc, pour dire qu'en fait, le niveau de sécurité, il était excellent. Donc ils sont pas présents tout le temps sur la course, ils sont juste sur certains passages clés. Plus en fonction des animaux pour nous assurer notre sécurité à nous. Est-ce que tu peux nous parler de la logistique, de l'organisation de la course, le principe des étapes, sur ce que tu devais toi porter sur toi en termes de ravitaillement et autres, et de réserve? Comment est-ce que tout ça a été organisé? Alors en fait, c'était comme des étapes de trail classique. Il y avait des ravitaillements tous les 10-15 kilomètres. Ravitaillement en eau, il y avait des fruits, des gâteaux secs. Et puis moi, j'avais à emmener ce dont j'avais besoin pour ma journée. Donc juste mon hydratation, mon alimentation, en sachant que je pouvais recharger en eau tous les 15 kilomètres. Donc en fait, c'était un équipement plutôt léger. Au niveau du climat, il faisait chaud et je me souviens plus très bien, mais il n'y avait pas beaucoup de matériel obligatoire, si ce n'est la couverture de survie, le téléphone, les choses assez classiques. Donc en fait, c'était plutôt un sac léger que j'avais tous les jours. Les étapes, elles étaient de différentes longueurs. Donc la première, elle faisait 65 kilomètres le premier jour. Le deuxième jour, ça faisait 40. Le troisième jour, on a fait 72, mais initialement, c'était prévu 80. Mais il y avait les lions qui n'étaient pas très loin, donc du coup, on a raccourci Petit l'étape. changement de plan, ouais. C'est ça. On n'est jamais trop prudent. Ouais, le lendemain, du coup, ça devait être plus court, mais on a fait 54. On a rallongé. Et puis, le dernier jour, on avait 40. Comme tu l'as annoncé dans l'introduction, c'était vraiment des terrains variés parce qu'il y a eu du sable, des cailloux, des montées, des descentes. Et la dernière étape, j'ai pas trop aimé. On était plutôt dans pas des marécages, mais presque quoi. C'était très humide et ouais, j'aime pas le froid ni l'humidité en gros. Combien vous étiez de participants à prendre le départ? Combien vous étiez inscrits? Est-ce que tu connaissais d'autres coureurs? Alors, je connaissais quoi. Du coup, je m'étais rapprochée des quelques Français qui participaient. On était une petite cinquantaine, je crois, 40 peut-être même. Et j'étais impressionnée parce qu'il y avait quelques Éthiopiens au départ. Alors là, je me suis dit, ouh, ça va aller vite. Et il y avait aussi, j'ai oublié son nom, Bénédicte, c'est son prénom, coureur allemand qui, cette même année 2019, a remporté le titre de champion du monde de coureur de montagne. Donc, pour dire que ça allait très vite, lui, il rivalisait avec les Éthiopiens. Moi, j'étais un peu derrière et j'essayais de pas trop me faire distancer. Lui, il était plutôt habitué à voir des bouquetins et là, il a envie un peu de changer de décor et d'aller voir des guépards. C'est ça. Comment se passe la nuit qui précède le départ? Est-ce qu'il y avait une certaine forme d'appréhension liée à peut-être ce nouvel environnement ou le fait qu'il y ait des animaux à proximité? Est-ce que c'est une source de stress pour toi? Il y a toujours une petite appréhension sur une veille de course, même si là, c'est pas une course à enjeu, j'ai envie de dire, c'est plus une course plaisir, mais il y a toujours des questionnements par rapport à la logistique. Effectivement, par rapport aux animaux, se dire comment ça va se passer, quoi. C'est le départ vers une aventure. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, puisqu'en fait, chaque course est différente et à chaque fois, chacun vit comme moi, je vis ma vie. Ma course comme une aventure. J'aime bien faire les trails justement parce que c'est une aventure quand même cadrée, parce que c'est balisé, je suis pas complètement perdue, il y a de la logistique, il y a de la sécurité, mais ça reste une aventure pour moi à mes yeux. Et je suis plus préoccupée par tout ce qui est gestion des sacs, comment ça va se passer, et puis être là en temps et en heure, voilà. Et en termes d'orientation, comment ça se passe? Le parcours est balisé ou est-ce qu'il y a une partie d'autonomie? C'est balisé, donc du coup, mais là aussi, question en me disant comment ils vont baliser, est-ce qu'ils sont habitués à baliser parce que c'est leur première course, donc on sait quoi, de par expérience, les organisations rodées, on sait que les balisages sont bien faits. Là, je me dis, est-ce qu'ils vont bien baliser, est-ce que ça va être visible? Ouais, ça, c'est une de mes préoccupations. Oui. Donc là, on est le jour J, tu prends le départ de cette première étape au départ de Lakeside Lodge. Est-ce que tu peux nous raconter cette première étape?
Du coup, on nous emmène un petit peu plus loin du lodge et on prend le départ sur une piste de sable, une grande piste de sable orange. Et très vite, en fait, on se retrouve dans la savane et il y a des gnous qui courent un peu dans tous les sens. Et là, vraiment, j'ai pas été très rassurée au départ. Du coup, je me suis même arrêtée à certains moments pour laisser passer les gnous, quoi. J'avais besoin d'observer comment ils se déplaçaient, comment eux ils percevaient aussi notre présence pour mieux comprendre comment ils fonctionnaient et pas les mettre en danger, quoi. Donc au début, je m'accroche, j'essaie de pas me faire trop distancer pour être près des gars, parce que comme ça, je me sens plus en sécurité. Puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, je décroche. Donc je suis seule. Donc c'est bien balisé, quoi. Je me suis pas perdue. Et je me souviens beaucoup plus tard, pendant les 65 kilomètres, je sais plus à quel moment j'étais, j'arrive sur une grande plaine et là, il y a des gnous, mais là qui sont posés, qui sont en train de brouter. Il y a des zèbres, il y a des girafes. Quoi, c'est vraiment la savane comme j'ai pu la voir à la télé, dans les reportages. Et je crois que je me suis peut-être pas arrêtée, mais j'ai ralenti, j'ai observé, quoi. C'était quand même assez magique, quoi. Alors c'est le seul trail où j'ai pris mon téléphone avec moi. Parce que d'habitude, je prends un téléphone minimaliste, donc je peux pas prendre de photos. Là, j'avais gardé mon téléphone avec moi pour prendre des photos, mais les plus belles photos, elles sont dans ma tête au final. Ouais, c'est vraiment le type de moment que tu es venu chercher, j'imagine, en t'inscrivant à cette course. C'était pour vivre ces spectacles incroyables au milieu des animaux. Donc la première étape se passe sans encombre. Tu arrives à rejoindre le bivouac sans trop de difficultés et en ayant fait des belles rencontres au fil de ces kilomètres. Tu arrives de nuit, de jour, tu te rappelles? 2 jours? Et comment sont organisés les bivouacs? Comment ça se passe le soir? Vous allez tous au lit très tôt et réveil au petit matin? Oui, c'est plutôt ça, parce que donc les bivouacs, il y en a il y en a 3. En fait, où on est, attends, un, deux. Ouais, c'est ça. Les 3 bivouacs, en fait, on est en pleine nature. Ils nous montent les tentes et il y a 2 fois où on a de l'électricité et une fois où il n'y a pas d'électricité. On est vraiment dans un petit coin de nature près d'une cascade. Et 2 fois en fait où on est en autonomie, où on a anticipé, on a emmené nos repas pour vraiment toute la journée. En fait, dans notre sac de 15 kilos, il y a et les vêtements et à manger pour tous les jours et aussi 2 journées complètes sans repas le soir fournis par l'organisation. Donc c'est vraiment un mixte entre l'autonomie Et l'assistance, oui. Ouais, c'est ça, et l'assistance plus proche. Donc là, c'est le jour 2. Tu prends le départ donc d'une nouvelle étape qui est, de ce que j'ai pu lire, un petit démarrage dans le sable mou assez technique et pas hyper simple à manœuvrer. Est-ce que tu peux nous raconter cette deuxième journée? En fait, je pense que c'est pour ça que la distance elle est plus courte parce qu'effectivement on est vraiment plus dans le sable et en fait là les paysages sont un petit peu différents, c'est plus désertique. Et bon, par contre là les animaux ça continue un peu pareil, quoi. On arrive à voir au fur et à mesure des troupeaux. Alors il y a pas, j'ai pas eu le bonheur de revoir la prairie là, le deuxième jour, mais à chaque virage où on est tout le temps, moi je suis tout le temps un peu sur mes gardes de me dire est-ce que je vais voir des animaux, si j'en vois, quels vont-ils être, et puis moi regarder le bout de ses chaussures parce qu'en fait le terrain il est pas moins technique que sur d'autres trails, et là l'intérêt c'est vraiment de regarder loin devant pour essayer de dénicher des belles images un peu insolites. Et est-ce que là, les animaux, pour avoir un ordre d'idée, ils peuvent être très près de toi ou on parle de plusieurs centaines de mètres? Est-ce que tu es plutôt à distance raisonnable d'eux ou est-ce qu'il peut arriver que tu en aies eu sur ton parcours qui soit vraiment à quelques Oui, mètres de on peut toi? en avoir sur notre parcours, notamment des singes qui jouent à côté. Je me rappelle au détour d'un virage, il y avait un arbre et du coup il y avait les gnous, c'était en début d'après-midi, qui étaient là, donc ils se reposaient à l'ombre. Et le chemin, il passait juste à côté. Et du coup, je me dis, je fais quoi? Et puis, en fait, en me rapprochant, ils sont partis. Mais ils étaient tout proches, quoi, au final. Ouais, ils parlaient pas français, je pense qu'ils n'ont pas compris quand tu leur as demandé de se déplacer pour passer. C'est ça.
Et cette deuxième étape, donc elle se passe bien, physiquement, t'as pas d'alerte, t'arrives à quand même profiter du décor malgré le fait que tu sois toujours très en éveil sur les potentiels dangers autour de toi. Ouais. Donc tu rallies le bivouac avant de t'élancer donc le lendemain sur le gros morceau, c'est ce que tu nous disais, donc une étape de 72 km. Comment se passe cette nouvelle journée? Une petite appréhension quand même, quoi, il s'était prévu 80, donc gérer ses ressources. Et puis à chaque fois, en fait, le matin, j'essaie de m'accrocher quand même à la tête de course. Et je suis quand même à la bagarre. En fait, donc j'ai fini quatrième de la course, D'accord. mais pendant c'est que sur la dernière étape où j'ai perdu ma troisième place, puisqu'en fait, donc devant, il y a un Éthiopien, il y a Bénédicte, l'Allemand, et puis je suis troisième. Et donc, au début, je cours avec les gars, et puis bon, petit à petit, eux, ils gardent leur vitesse, et moi, je vais un peu moins vite. Et donc, sur le 80 km, je me dis, les étapes longues, c'est quand même fait pour moi, donc j'essaie vraiment de m'accrocher et de finir le mieux possible. Et donc, c'est sur cette étape-là où il y avait les gnous qui étaient à l'ombre d'un arbre. Et puis, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est donc ils avaient mis un ravito pour moi, c'était un ravito à 72 km. Sauf qu'en fait, comme il y avait des lions à proximité, ils avaient raccourci l'étape et j'avais pas compris, j'avais pas aperçu. Donc, je mange vite fait. Et là, je suis prête à repartir. Je dis, c'est par où le chemin? Et ils me disent, non, il n'y a plus de chemin là, tu t'arrêtes. Faut pas y Et aller, du coup, madame. comme c'était, alors je comprends bien l'anglais, mais comme c'était pas dans ce que j'avais prévu dans mon schéma, je dis what? Quoi, je comprenais pas en fait. Mon cerveau voulait pas comprendre. Moi, j'étais programmée pour 80, donc il m'en restait 8 à faire, donc je voulais pas m'arrêter. Ils n'étaient pas en train de te proposer des barres chocolatées lions, ils étaient en train de te dire attention, n'avance plus, il y a des lions devant toi. C'est ça, Et ta exactement. rencontre avec les rhinocéros, c'était sur cette étape ou c'était sur la précédente, non, c'est ça? Oui, je pense que c'était sur la deuxième, effectivement, ouais. Tu termines cette troisième étape de façon un tout petit peu prématurée, tu étais prête encore à en découdre pour quelques kilomètres de plus. Physiquement, mentalement, tout est bien, tu te sens très sereine? Oui, ouais, ça va plutôt bien. Je suis même agréablement surprise, quoi. Je trouve que mon corps il répond bien, que les kilomètres s'enchaînent sans difficulté. Et puis, en fait, ce que j'aime bien dans les courses à étapes comme ça, c'est qu'en fait, on enchaîne les kilomètres, mais le fait qu'on ait rien d'autre à faire que courir et se reposer, ça permet quand même au corps de bien se régénérer et de faire des choses qu'on soupçonne, moi que je soupçonne pas être capable de faire. Si je me dis je pars pour 260 km, je me dis c'est un truc infaisable, mais en fait le fait de le faire en 5 jours, c'est que ça le rend complètement accessible. Et est-ce que tu souffres de la variation des différents terrains sur lesquels tu es? Est-ce que c'est une difficulté particulière ou finalement ça change pas grand-chose pour toi et tu fais un pas après l'autre sans vraiment que ça ait d'impact sur toi? Hormis l'humidité, que ce soit du sable ou des rochers, des montées, des descentes, tout ça, ça va bien. Ouais, j'aime pas quand c'est trop mouillé. Par contre, j'aime pas quand mes pieds, ça fait floc-floc. Et là, du coup, sur les 4 premières étapes, on est sur du terrain sec et ça se passe très bien. Donc là, encore une nuit de bivouac et la quatrième et avant-dernière étape qui se profile devant toi. Alors, en fait, là, on va traverser près de lacs. On va voir des hippopotames qui sont dans l'eau. Encore des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. C'est vrai que les hippopotames, c'est beaucoup moins gentil que ça en a l'air. Il faut faire très attention apparemment. Ouais. Et puis, il y a aussi des oiseaux, en fait. Pareil, à proximité de l'eau, j'ai vu pas mal d'oiseaux, quoi. C'est toujours ça, toujours être en éveil sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dénicher et les différentes surprises. Et tu évolues la plupart du temps toute seule, un peu comme au début de la course, ce dont tu nous parlais, ou est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu vois des coureurs au loin, ou est-ce que tu es globalement tout le temps toute seule? Je suis plutôt souvent toute seule. Avec les coureurs, les 10-15 premiers kilomètres, j'arrive à accrocher le début de la course, quoi, la tête de course. Puis après, petit à petit, je me détache et puis je fais mon aventure. Et tu arrives à bien tenir le chemin et tu t'es pas perdu, enfin le balisage a joué son rôle pendant toutes les différentes étapes? Ah, il y a eu une étape où je me suis perdue. C'est là aussi où j'ai un peu. C'est peut-être à la quatrième étape d'ailleurs où j'ai commencé à perdre des minutes et du coup le lendemain le deuxième Éthiopien en a profité pour passer devant. Pas très sympa. Bah ouais. Ça fait partie du jeu.
Là, on est le dernier jour, tu vas prendre le départ pour la dernière étape. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu commences à être contente de voir le bout de ces 265 km? Ou est-ce que tu pourrais encore enchaîner sans trop de difficultés? Comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens encore assez fraîche. Donc, je prends le départ, ça va. Mais très vite, là, je me sens plus rapidement fatiguée. J'ai pas dû tenir les 10 km avec la tête de course. Je pense qu'au bout de 5, déjà, j'étais distancée. Il y avait des massifs comme des bosquets avec des ronces, tout ça. Et du coup, le balisage était plus compliqué aussi à voir. Tout ça, ça m'a un peu émoussée. Et on a fini après sur les 10-15 derniers kilomètres dans la boue et le marécage. Et du coup, j'ai un petit peu accusé le coup et je suis allée moins vite sur cette dernière étape. Je pense que je commençais à être plus fatiguée aussi. C'est devenu un peu plus compliqué. Te voilà de retour en fait à votre point de départ et tu franchis donc la ligne d'arrivée donc en 4e position, ce que tu nous racontais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au moment où tu arrives? Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente parce que du coup, c'est la fin. Malgré tout, j'étais fatiguée. Et j'étais d'autant plus contente qu'en fait, donc on tournait dans des marécages, des trucs que j'aimais pas trop. Et en fait, le lodge, il était de l'autre côté de la rivière. Et on entendait les tam-tams et toute l'équipe, l'ambiance de l'arrivée de course depuis déjà des kilomètres. Et j'avais qu'une envie, c'était que ça arrive. Et ça arrivait jamais assez vite. Donc vraiment contente d'arriver, ouais. Et a posteriori, quel est le moment qui t'a le plus émerveillé? Est-ce que c'est celui dont tu nous as parlé sur la première étape, je crois, ou avec ce plateau, avec tous ces animaux qui s'offrent à toi un peu comme dans la carte postale que tu avais en tête de la savane sud-africaine? Est-ce que c'est ce moment-là ou est-ce qu'il y a un autre moment que tu retiens plus particulièrement? Oui, il y en a plusieurs. Il y a eu ce moment-là. Oui, aussi, ce que j'ai pas raconté, c'est qu'il y a eu un moment aussi où il y avait une croisée de chemin et j'étais pas très sûre de quelle piste je devais choisir. Du coup, j'hésite un peu, je tourne et je me retourne. Et là, en fait, je suis presque pas nez à nez, mais il y a une girafe immense qui était juste derrière moi, que je l'avais tout juste pas vue, quoi. Et là, je me suis sentie bien petite aussi, ce jour-là. Réussir à se faire suivre par une girafe sans s'en rendre compte, c'est assez rare, Nathalie. En fait, j'avais dû passer entre les pattes. Et justement, dans les animaux que tu as vus, est-ce qu'il y en a un que t'as pris particulièrement plaisir à voir, plus que les autres? En fait, ce que j'ai pris plaisir, c'était dans l'harmonie, justement dans cette prairie-là, où en fait, quand nous, on va dans nos zoos d'Europe, les animaux, ils sont plutôt enfermés par enclos et par espèces. Alors qu'au final, dans la nature, ils cohabitent et ils vivent tous ensemble, quoi. Et ça, c'était chouette, quoi. Ça, c'était j'avais pas pris conscience de ça, en fait, qu'ils se déplaçaient ensemble et qui vivaient plus tous ensemble. Et est-ce que tu as l'impression, au regard de cette course, est-ce que ça a finalement atteint les objectifs que tu t'es donné? Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'objectifs, mais en tout cas, de te dire que tu allais vivre quelque chose d'à part en allant faire cette course. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de très spécial et d'unique et que tu revivras probablement pas, à moins de venir la refaire en tout cas, mais est-ce que c'est vraiment une course à part? Oui, complètement, complètement, quoi. Je trouve que du coup, ça m'incite à essayer de revivre des choses de cet ordre-là, ou pouvoir vivre des choses insolites en étant dans la course à pied, quoi, dans ce que j'aime, quoi. Donc du coup, c'est à la fois mêler l'attrait du tourisme et des vacances, du plaisir, et puis de ma passion de courir. Donc du coup, c'est vraiment être dans le plaisir à tout point, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Est-ce qu'il y a une chose que tu referais différemment si tu reprenais le départ demain? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu gérerais de façon différente? Euh, Peut-être que tout était bien fait. ouais, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Est-ce que c'est possible que tu refasses cette course un jour ou comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, il y a peut-être un peu moins d'effet de surprise à refaire une course que tu connais déjà et donc tu privilégies peut-être d'autres environnements et d'autres découvertes? Ouais, c'est ça. Je pense que avec plaisir pour en refaire une dans les animaux, avec des animaux comme ça, quoi. Tout ça, c'était vraiment chouette. Mais peut-être dans un autre parc, du coup, pour découvrir une nouvelle faune et de nouveaux paysages, quoi. Et en termes de récupération physique, comment est-ce que ça s'est passé? Enfin, combien de temps tu as mis toi à récupérer de cette course? Est-ce que tu étais bien suivi sur place? En fait,
même si c'est 260 km, comme je disais tout à l'heure, on le fait en plusieurs jours. Du coup, j'ai dû prendre une semaine de repos de course à pied. Après, j'ai repris assez vite en sport porté. Et puis, j'ai pu revenir assez vite sur ma prépa de trail, puisqu'en fait, j'ai fait en fin juin l'ultramarin, qui fait 176 km. L'été où il a fait très chaud d'ailleurs, on a consacré un épisode de course épique à cet ultramarin qui a été sous la canicule bretonne, étonnamment. Oui, c'est ça. Et donc du coup, oui, je pense que c'était fin avril, début mai, j'ai repris pour 2 blocs de prépa pour être prête fin juin pour l'ultramarin. Ça s'est bien intégré dans mon planning, dans mon année en fait. Merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé avec nous ce qui est bien plus qu'une course, mais tu l'as dit tout à l'heure, une aventure sportive et humaine vraiment passionnante et très dépaysante. On est vraiment privilégiés d'avoir pu embarquer avec toi sur ces territoires sauvages à la découverte d'un pays et de décors que j'imagine peu d'entre nous connaissent. C'était déjà le cas lorsque j'avais l'occasion de parler du trek au Tchad avec Vincent Viette dans notre 5e épisode. Mais voilà, c'est important pour nous chez Course Épique de parler aussi de courses qui ne sont pas forcément sous les feux des projecteurs et aussi d'aller emmener découvrir différents environnements et des choses inattendues. Donc merci de nous avoir emmenés à côté de toi sur les sentiers d'Afrique du Sud. Si on se projette un peu maintenant sur ton avenir, est-ce que tu as un calendrier de course qui est établi pour les prochains mois en dépit des incertitudes très nombreuses qui planent en ce moment ? J'ai conservé le championnat de France de 24 heures puisque j'aime bien courir longtemps et j'ai jamais testé de courir sur un même parcours pendant des heures. Donc là, c'est plus aller explorer comment travailler le mental pour courir pendant 24 heures sur un petit circuit. Donc ça, c'est début octobre. Ça se passe à quel endroit ? C'est à Vierzon, donc c'est D'accord. pas très loin de chez moi, dans le centre de la France. Combien de kilomètres fait la boucle ? 2 kilomètres. Ah oui, donc en 24 heures, tu risques d'en faire un certain nombre. C'est ça, c'est vraiment le hamster, c'est l'image qui en ressort le plus souvent sur les courses de 24 heures. Et puis après, je vais laisser la porte ouverte en fonction de ce qui va être maintenu, de ce qui sera possible. Et puis, je commence à regarder pour l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de se projeter parce qu'il y a tellement d'inconnus que... Voilà, moi, je suis plutôt dans les courses avec des voyages qui sont un peu loin. Donc c'est très incertain. Est-ce qu'à plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli ? Est-ce que tu as une espèce de Graal sportif que tu souhaiterais accomplir un jour ? Ou tu l'as peut-être déjà fait avec tout ton incroyable parcours et tes performances ? Est-ce que tu as l'impression déjà d'avoir vécu plein de choses incroyables ? Ou est-ce qu'il y a encore un rêve secret ? J'ai jamais eu de rêve, même sur les courses que j'ai faites, sur tout ce que j'ai fait. Les choses, elles se construisent petit à petit au fur et à mesure du temps, en fonction des opportunités. Donc, les choses, elles arriveront comme elles se présenteront dans ma vie, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas de rêve secret ou de choses que je veux absolument réaliser. Mais je reste toujours ouverte aux différentes opportunités. J'aimerais peut-être aussi en reprendre. J'avais fait quelques années du raid multisport. Et ça, c'est peut-être un truc que j'aimerais reprendre davantage. Et compte tenu de ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y a peu de chances qu'on te voit un jour faire une course sur la banquise. Alors ça malgré tout, j'y pense un peu, mais ça sera un one-shot, histoire d'aller vraiment tester. Mais ça pourrait, mais D'accord. Une fois. Rien n'est impossible à Nathalie. C'est ça. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Donc c'est la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Est-ce qu'il y a un motto que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ? Ouais, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Jolie référence. C'est drôle parce que dans l'épisode précédent, qui est celui d'Abdenour Ben Mamar, qui était le dernier finisher de l'UTMB en 2018, il a cité comme référence de son film, dans la section de la basket chinoise, il a cité Forrest Gump comme référence. Donc oui, effectivement, c'est une boîte de chocolat et puis on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans finalement. C'est ça qui est beau. C'est ça, exactement. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des chocolats. Ça suffit. Et puis après, ils auront tous des saveurs différentes. On est très philosophe chez Course Épique. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Nathalie. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course en Afrique du Sud. Je te souhaite beaucoup de réussite avec Synchro, beaucoup de bonheur dans ta vie perso et puis beaucoup de plaisir dans tes futures échéances sportives. Merci beaucoup. C'est sympa aussi de pouvoir revenir sur des courses comme celle-là et puis de pouvoir échanger, de partager avec tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci à toi Nathalie. Très bon été, à bientôt. Merci, au revoir.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.